entendu le préfet de région, les grandes autorités industrielles, les chefs d'entreprise me dire c'est un vrai scandale, dans la vallée de l'Arve, on a besoin de gens pour le décolletage, on ne trouve pas d'ouvriers alors qu'il y a du scandale ailleurs. Et en général, je leur disais, vos enfants, ils y sont dans la vallée de l'Arve comme ouvriers, vous les y avez envoyés parce qu'il y avait du travail. Bien évidemment que non. Et ils n'y enverront pas leurs enfants. Parce que plus personne, ni les chefs d'entreprise, ni, et c'est bien naturel, les gens du peuple ne veulent qu'on décide de leur vie à leur place. Et donc, c'est tout le rapport entre l'individu et le travail qui allait changer de cela. Et c'est toute la construction par laquelle l'individu s'organise, se trouve une place dans la société et investit un travail dans lequel il peut à la fois être heureux, gagner sa vie, mais aussi, s'il le souhaite, avoir une compagne et des enfants, exercer des loisirs, vivre dans un endroit qu'il aime, et ainsi de suite. Et donc la multitude de variables est telle que personne ne peut décider de l'orientation de quiconque à sa place. On peut simplement l'aider, l'informer, lui permettre de découvrir la richesse et la multiplicité des orientations possibles pour que parmi tout cela, il trouve ce qui lui convient. Et là, j'en profite pour parler de la question de l'entreprise. C'est vrai ce qui est dit par notre collègue. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de grandes entreprises qui ont fait main basse sur l'éducation. Il y a un film qui d'ailleurs le montre très bien, comme Nestlé par exemple, ou d'autres qui vendent ou donnent même aux enseignants des valises entières. C'est pas très grave pour nous parce que nous on sait résister. C'est très très grave en Afrique par exemple où Nestlé, grâce à l'emprise qu'elle a sur, que l'entreprise a sur les systèmes éducatifs, a quasiment fait abandonner à toutes les femmes l'allaitement pour imposer le lait maternisé, et donc a modifié radicalement l'économie familiale et d'une manière totalement dramatique. Bon, il y a cela, et c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi simultanément une méconnaissance absolue de la part des jeunes du tissu des métiers de l'artisanat par exemple. Moi je souhaiterais que dès l'école primaire, les enfants rencontrent les artisans du quartier, rencontrent ces artisans pour découvrir leur métier, pour comprendre ce qu'ils font, pour découvrir aussi le goût du travail bien fait, parce qu'un ferronnier, un plombier, un ébéniste, ce sont des gens qui ont le goût du travail bien fait et qui travaillent bien et qui peuvent communiquer leur passion à des enfants. Je souhaiterais que très tôt, les enfants aient une vision sur la diversité des métiers, pas seulement des métiers qu'on voit à la télé, mais des métiers qui existent et qui émergent dans l'agriculture, et pas seulement dans le numérique, mais dans l'aide à la personne, et pas seulement dans les nouvelles technologies, et ainsi de suite, et que ça permette aux enfants, non pas de choisir par défaut, c'est-à-dire de continuer jusqu'à ce qu'ils soient barrés tant qu'ils ont de bons résultats, et puis d'être orientés là où il y a de la place quand ils échouent en français, en mathématiques et en anglais. C'est tout un travail qui, me semble-t-il, doit réellement être pris en compte de découverte du tissu professionnel. Alors, l'actuel ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif de découverte du monde économique et professionnel, alors qui d'ailleurs n'a pas évolué comme personnellement je l'aurais souhaité, puisque j'avais fait un premier texte qui proposait une découverte des métiers, qui a progressivement évolué sous l'influence d'un certain nombre de lobbies, pour être une découverte de l'entreprise et pour finir par être une découverte du monde économique. Moi, ça m'intéresse que les élèves découvrent le monde économique. Ça m'intéresse qu'ils découvrent l'entreprise. Mais ce qui m'importe d'abord, c'est que tous les élèves découvrent la diversité des métiers et découvrent qu'on peut être heureux dans des tas de métiers, qu'il y a des tas de métiers où on peut s'éclater, que le ferronnier a pas moins d'imagination et moins de noblesse que l'ingénieur, que l'ébéniste ou le charpentier n'occupe pas moins bien sa vie que
que le professeur ou l'énarque, et ainsi de suite. Et que toutes ces personnes-là peuvent choisir un métier sans être dans des tuyauteries qui sont soit ouvertes, soit bouchées, et quand elles sont ouvertes vers des métiers soit sur lesquels il n'y a pas de débouché, soit sur lesquels on ne peut pas aller. Vous avez évoqué le problème de l'échec à l'université. Il n'est pas simplement dû... je m'excuse pour mes collègues universitaires s'il y en a dans la salle, je vais être un peu méchant avec l'alma mater, l'université. Il n'est pas simplement dû, le problème de l'échec à l'université, à des questions d'orientation. Il est dû à l'incapacité de l'université à penser la question de la formation des jeunes et à penser autrement qu'en termes de juxtaposition aléatoire, d'enseignement totalement discontinu, sans prise en charge réelle des enfants. Il y a une véritable inégalité aujourd'hui, d'ailleurs on le voit, vous le savez. Les parents, ils veulent que leurs enfants aillent dans l'enseignement supérieur, dans les classes prépa, ensuite dans les DUT, et ensuite dans les BTS. C'est-à-dire tout sauf dans l'université. C'est-à-dire ils veulent qu'ils aillent dans des lieux où ils seront accompagnés. Parce qu'ils savent très bien qu'à l'université, ils ne le sont pas. Et nous avons même des cas particulièrement extravagants où on a des enfants qui vont attendre à l'université d'avoir des places en BTS. J'ai même vu des jeunes attendre à l'université dans des espèces de parkings pour avoir des places en CAP de bijouterie dans les lycées professionnels de métiers de l'art, où il y a une sélection draconienne aujourd'hui. Mais c'est à taper la tête contre les murs, tellement c'est absurde. Tellement c'est absurde. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire de la part de l'université pour que les prépas, les BTS et les DUT n'aient pas le monopole de l'accompagnement des jeunes étudiants, et que l'université puisse faire un vrai travail pédagogique aujourd'hui. Ce qu'à mon avis, très humblement, et de mon point de vue, elle ne fait pas, en tout cas pas suffisamment. Alors j'ai été évidemment très attentif à l'interpellation de notre collègue qui se sent humilié, infériorisé, ou en tout cas malmené par une hiérarchie qui lui impose des formations standardisées en la suspectant de ne pas savoir faire son travail. Et je partage son sentiment. Je dis même souvent, d'une manière un peu provocatrice, que depuis 20 ans, on assiste à ce que j'ai appelé, avec mon collègue Stigler, une prolétarisation des enseignants. Vous savez, Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Hein. Marx a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés. À quel moment ils ont été prolétarisés? Quand on a introduit une machine qui tournait 24 heures et que les ouvriers ont été obligés de faire les 3-8 pour être au service de la machine. La prolétarisation, c'est quand les personnes sont au service de la machine et non pas la machine au service des personnes. Et moi, j'ai souvent eu l'occasion de dire ce que j'ai vécu moi-même en tant qu'enseignant, ce que j'ai vécu en tant que formateur d'enseignants, ce que j'ai vécu en tant qu'observateur du système, c'est des enseignants qui finissaient par être dévitalisés, par être au service d'une machine éducation nationale qui ne les considérait plus dans leur dignité, dans leur inventivité, comme des gens capables d'affronter, de réfléchir face à des difficultés. Et je trouve que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et qu'il faut que là-dessus nous avancions beaucoup pour permettre à tout enseignant, et pas simplement aux universitaires, de devenir des enseignants-chercheurs. Pour moi, le terme enseignant-chercheur qui est aujourd'hui réservé aux universitaires doit être un terme utilisé pour tous les enseignants. Aujourd'hui, on ne peut pas enseigner sans être simultanément un chercheur. Quelque part, chercheur dans sa didactique, chercheur par rapport à des élèves comme celui que Madame a évoqué tout à l'heure, et pour lequel il y a peut-être une solution, mais il faut du temps, il faut rencontrer des gens, il faut prendre du temps pour discuter avec lui, il faut imaginer des solutions. Tout ça, c'est un travail de recherche. Or, l'institution, elle ne vous demande pas de faire ce travail de recherche,
Elle vous demande effectivement de donner des tas de petits papiers qu'on appelle des avertissements ou parfois, dans le meilleur des cas, des encouragements ou des félicitations dans l'autre sens, mais elle ne vous demande pas de vous investir dans votre métier pour être un chercheur. Et je crois, je milite pour cela depuis très longtemps, je crois qu'il faudrait que la formation continue soit intégrée d'une manière beaucoup plus statutaire dans les services des enseignants, que ce soit une formation qui ait lieu régulièrement, et que ce ne soit pas une formation aux ordres, que ce soit une formation où véritablement les enseignants soient mis en position de recherche-action, certes, pas de recherche spéculative. Il ne s'agit pas d'envoyer les enseignants chercher faire de la recherche fondamentale, mais de recherche collective, non pas où ils sont là à appliquer des recettes qui leur sont imposées ou à subir l'humiliation de gens qui les suspectent a priori, mais où ils sont là à chercher ensemble, en sachant que face à des problèmes comme celui que ma collègue d'enseignement professionnel a évoqué, et j'y suis très sensible, ayant moi-même investi beaucoup dans l'enseignement professionnel, face à des problèmes comme cela, personne n'a la solution. La caractéristique des problèmes humains, c'est que contrairement aux problèmes d'arithmétique de l'école primaire, ceux qui les posent n'ont pas la solution avant. Quand la maîtresse pose un problème d'arithmétique à l'école primaire, elle a la solution en général. Mais les problèmes posés par ces gamins, personne n'a la solution. Personne ne l'a. On ne peut que la chercher en commun. On ne peut qu'imaginer des solutions pour eux. On ne peut que travailler ensemble. Mais travailler ensemble en dehors de cette espèce de suspicion hiérarchique que vous avez légitimement stigmatisée, qui n'est pas le cas de toute la hiérarchie, fort heureusement, mais qui est parfois, c'est vrai, particulièrement désagréable. Je vais aller vite. Mon collègue m'a interpellé sur la question des territoires, de la sectorisation, de la mixité sociale. Évidemment que la mixité sociale serait absolument nécessaire. Mais vous savez, la suggestion que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire proportionner la dotation des établissements aux difficultés sociales des élèves, serait un sacré bon levier pour accentuer la mixité sociale. Hein. Il y a un certain nombre d'établissements, surtout si on l'appliquait au privé sous contrat, hein, qui commencerait peut-être à se poser un certain nombre de questions pour accentuer la mixité sociale. Et puis bien sûr qu'il faut reposer la question de la sectorisation, et au-delà, il faut poser la question de la politique urbanistique de notre pays. Nous savons bien que nous payons toujours et très cher, nous payons extrêmement cher les dividendes d'une politique politicienne qui a consisté à créer des banlieues pour les ouvriers où on leur réservait des circonscriptions et à cantonner les bourgeois dans les centres-villes où on leur réservait d'autres circonscriptions. Tout cela a été construit politiquement pour créer non pas de la mixité sociale, mais pour créer délibérément de l'homogénéité sociale. Et malheureusement, une ville ne se change pas en 3 coups de cuillère à peau. Et une architecture, une structure urbanistique, une fois qu'elle est créée, la modifier, c'est d'une considérable complexité. Alors il y a des solutions. Et le CNESCO a mené, il y a 1 an, un travail sur la mixité sociale extrêmement intéressant, en montrant qu'il y avait des solutions de changement de sectorisation, en prenant le système plutôt des portions de camembert ou de tarte, en mettant du centre et de la périphérie autour des lignes de transport pour organiser de la mixité, etc. Et en intégrant l'enseignement privé sous contrat là-dedans pour qu'il ne puisse pas y échapper et qu'il prenne sa part du traitement des difficultés sociales d'un certain nombre d'élèves. Donc oui, nous avons là un point absolument essentiel. Mais même au sein des établissements, la mixité sociale est essentielle, puisque dans l'enquête récente du CNESCO, on découvre que 45% des collèges font des classes de niveau qui sont interdites. Et dans l'immense majorité des cas, les classes de niveau sont des classes homogènes socialement. C'est-à-dire qu'on classe les élèves en fonction de leur origine sociale au sein du même collège. Au sein du même collège.
Il n'y a plus de mise en place de classes sur des principes plus aléatoires. Et puis, sur le fait religieux, et je terminerai là-dessus, ayant à peu près, je crois, balayé rapidement un certain nombre d'éléments, sur le fait religieux, je crois que la question du fait religieux est une question importante. On ne se débarrassera pas du fait religieux comme ça. J'en parlais tout à l'heure avec les étudiantes et étudiants de l'ESP. C'est compliqué pour des jeunes aujourd'hui qui se trouvent confrontés à des phénomènes de pré-radicalisation. C'est compliqué, hein? C'est compliqué d'enseigner Darwin à des gens qui rechignent et qui considèrent cela comme une forme d'atteinte à leur dignité, à leur intégrité, et qui répondent par de l'agressivité, de la violence, voire parfois des comportements barbares. Donc je crois que nous avons à faire entendre le fait religieux et à montrer ce qu'il est. Il n'est pas en soi ni admirable ni détestable. Il est ce que les humains ont créé pour se donner des représentations plausibles de quelque chose. Et d'ailleurs, ceux-là même qui se disent religieux ou irreligieux, voire athées, ils ont des représentations symboliques du monde qui ne sont pas modélisées au sein d'une religion, mais qui participent du même principe. Et je crois que l'important, c'est de ne pas imaginer qu'on va éradiquer la radicalisation, mais de se demander comment on peut, dans notre société, et là c'est bien au-delà de notre école, c'est toute l'éducation populaire, dont parlait mon collègue tout à l'heure, mais c'est toute la société tout entière aussi, comment on peut répondre à ces jeunes qui sont fascinés par les théories du complot, qui sont fascinés par une vision caricaturale et barbare du monde. Comment on peut leur répondre? Qu'est-ce qu'on a en magasin, en d'autres termes? Parce que pour la plupart de ces jeunes, ils n'ont pas accès à la consommation compulsive et ils n'y auront jamais accès. Alors, qu'est-ce qui reste pour remplir leur vie? Qu'est-ce qui reste pour remplir leur imaginaire? Qu'est-ce qui leur reste pour se projeter dans le futur? Et je cite souvent cette phrase de Régis Debray, que j'ai donnée tout à l'heure aussi aux étudiantes et étudiants. On ne détruit que ce que l'on remplace. On ne détruira le radicalisme djihadiste que si on le remplace par autre chose. Et ma conviction, ce pourquoi je me bats, c'est qu'on ne peut le remplacer aujourd'hui que par la fraternité républicaine. Mais que la fraternité républicaine, il faut la faire exister. Et il faut montrer qu'elle est source de plus de satisfaction, de plaisir, d'intérêt et d'avenir que toutes les formes de radicalisme. Et ça, c'est un enjeu majeur de notre société. Tant que notre société n'aura pas compris qu'il lui faut incarner un futur désirable, elle laissera les plus vulnérables de ces jeunes aller s'ébrouer et puis se détruire dans des futurs barbares. Et là, nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés. Et la campagne électorale actuelle est interpellée plus que jamais. Quand je vois qu'un jeune sur deux, d'après les statistiques d'aujourd'hui, s'apprête à ne pas aller voter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une société qui n'est pas capable de donner à ces jeunes l'image d'un futur désirable? Contestable peut-être, mais désirable. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette société-là? Qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne préfigure pas un futur possible? Hein? Et ma conviction, mais ça n'est que ma conviction, c'est que la République a des ressources. La fraternité républicaine est une ressource, c'est la grande ressource, c'est la ressource majeure. De ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, c'est d'ailleurs le mot fraternité qui a été le moins travaillé, le moins utilisé, qui a fait le moins l'objet d'une réflexion sur ce que cela pourrait donner au plan éducatif.
Alors oui, il est peut